Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Votre émission hebdomadaire démarre chez vous. Question de gouvernance. Le Bénin, malgré 58 ans d'indépendance, est toujours considéré, vous le savez mieux que moi, comme un pays en voie de développement avec une économie extravertie et désarticulée. Néanmoins, les secteurs tels le tourisme, le commerce contribuent à un décollage substantiel de l'économie béninoise. Le secteur du tourisme qui est apparu dans le pays vers les années 60 contribue au programme intérieur brut, mais les avancées et les recettes sont négligeables face à l'ampleur de cette industrie au plan mondial. Pour changer la donne, il est remarqué au niveau, une prise de conscience au niveau des gouvernants pour faire de ce secteur un instrument important de création de richesse. Dans cette optique, le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon a accordé une part belle au secteur du tourisme avec un certain nombre de projets phares. Quels sont ces projets phares? Répondent-ils aux exigences du secteur? Quels sont les véritables goulots d'étranglement du secteur du tourisme au Bénin? Quelle est la situation dans les sous-secteurs, à savoir hôtellerie et restauration, compagnies aériennes, agences de voyage? Et qu'en est-il de la sécurité des touristes? Quelles propositions pour inscrire le secteur sur la liste des domaines porteurs de devises? Question de gouvernance s'intéresse au sujet autour du thème promotion de la destination Bénin. Quelles réformes pour quelle avancée? Invité pour en parler, Madame Huguette Dossa Aplogan, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous recevoir parce que les femmes disponibles pour débattre des sujets, des thématiques du développement se font rares dans notre pays. Mais vous n'avez pas marchandé votre disponibilité pour nous accompagner tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du cabinet H2A, un conseil qui travaille dans l'agro et l'économie du tourisme. Vous êtes également la vice-présidente du CTM Bénin, consortium touristes par million au Bénin. Vous nous direz de quoi il s'agit dans un instant. Face à vous, Monsieur Guy Apan-Johnson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes expert international en tourisme durable et digital. Ancien conseil technique également au ministère du Tourisme pendant plusieurs années. Madame Huguette Dossa Aplogan, de quoi s'occupe le cabinet H2A Conseil et CTM Bénin? Merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs. H2A Conseil, c'est un cabinet conseil qui vient combler un peu le vide dans l'autre domaine du tourisme, notamment joindre l'utile à l'agréable dans les fermes et dans la nature. Donc nous voulons amener les opérateurs agricoles, les exploitants agricoles, cunicoles, les éleveurs et tout le reste, les pisciculteurs également, s'ils ont assez d'étang et s'ils ont de l'espace, qu'ils puissent mettre sur leur espace un service d'hébergement, de restauration, des aires de jeux et de loisirs pour recevoir des touristes sur les fermes. Et ça peut faire également des fermes-écoles. Donc voilà un peu le concept. Et ceux qui sont dans la nature, notamment ceux qui sont dans les forêts et autres, peuvent également créer l'environnement pour qu'on aille voir les animaux en dehors de nos parcs, bien sûr. Parce qu'il y a des espaces dans la nature qui sont créés, qu'on peut exploiter, amener les gens pour le tourisme visuel. Pour que les gens aillent découvrir la nature, savourer la nature. Et le CTM, le consortium touriste par million au Bénin, c'est un consortium créé depuis 2015. Et nous retrouvons 5 grandes composantes dans ce consortium. Les compagnies aériennes, l'association des compagnies aériennes, les agences de voyage, les hôtels, les restaurants et bien sûr les guides de touristes. Pour faire quoi? Pour booster la destination Bénin. Booster la destination Bénin en quoi faisant? En nous renforçant nous-mêmes d'abord, renforcer nos capacités, renforcer nos compétences, nous unir pour être plus forts et amener les Béninois maintenant, le dernier objectif, à découvrir leur pays parce que le Béninois ne connaît pas son pays. Une fiche
métier qui est donc importante pour moi dès l'entame de cette émission. Que fait un expert en tourisme durable et digital? Alors, l'expert en tourisme durable œuvre pour que la thématique de durabilité qui s'est inscrite à l'agenda mondial depuis 1992 et qu'on a évalué à Rio plus 20 en 2012 puisse entrer dans les habitudes de tous les acteurs publics et privés. Ça, c'est au niveau digital. Maintenant, au niveau durabilité. Maintenant, au niveau digital, vous pouvez constater que tout devient maintenant. La semaine dernière, j'ai entendu parler de e-santé, j'ai entendu parler de e-agriculture, mais depuis 2009, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement est venue nous initier sur le e-tourisme. Donc, si on avait suivi, disons, cet élan que la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a voulu nous donner, aujourd'hui, on aurait déjà 10 ans d'expérience dans le e-tourisme au Bénin. Donc, c'est le digital. En fait, c'est le tourisme sur le web. Et c'est la stratégie de marketing la plus puissante du tourisme. Vous savez qu'avec le digital, toutes les entreprises peuvent avoir un accès direct au marché. Les statistiques prouvent que toute politique touristique dans les pays africains, les recettes que ça génère est retenue à 85% par les intermédiaires. Ça se diffuse auprès des TO, des choses comme ça. Mais avec le I, vous-même, vous allez sur le marché. Mais il faut avoir l'expertise. Merci. Au Bénin, promotion de la destination au Bénin, quelle réforme pour quelle avancée? Je rappelle aux téléspectateurs que c'est le thème que nous abordons dans ce numéro de questions de gouvernance. On va commencer par faire l'état des lieux, par parler des goulots, d'étranglement, les problèmes qui minent le secteur du tourisme en République du Bénin. L'un des problèmes majeurs, c'est bien l'impraticabilité des voies d'accès aux différents sites touristiques. Vous qui êtes dans l'opérationnel, quelle expérience en avez-vous tiré? Merci beaucoup. Je crois que nos sites aujourd'hui sont presque inaccessibles. Inaccessibles parce que les voies, souvent, ne sont pas tracées. Et les quelques voies qui sont tracées, leur entretien prend également un coût, d'autant puisqu'on met du temps à le faire. Je vous donne un petit exemple. Je conçois un circuit. Je veux aller à la Pandjari. Aujourd'hui, je suis obligé de faire le détour par Parakou avant de rallier Nati Tengu. Pourquoi? Parce que la voie Savalou-Djougou est impraticable. Ou si vous adoptez de la prendre, souffrez que vous fassiez 4 à 6 heures sur la voie avant d'atteindre Nati Tengu, alors que de Cotonou à Nati Tengu, c'est 10 à 6 heures. Mais entre Savalou et Nati Tengu, vous allez faire banalement 4 heures ou 6 heures. Ça signifie qu'on n'a pas d'anticipation sur ce qui peut permettre d'atteindre nos sites facilement. Je donne un autre exemple. On a mon palmier fétiche qui malheureusement a perdu 3 troncs. Il y a quelques jours, le palmier a 7 troncs et a 9 branches à Miniki, à Savalou. Ce palmier, pour aller le voir du bord de la route et faire les 8 km pour atteindre Miniki, c'est un parcours de combattant. On laisse même le bus. Et le conseil communal est informé. Il y a même un office du tourisme à Savalou qui promeut ce palmier-là. Donc vous êtes obligé de prendre les tricycles, mettre les touristes dedans, mais nous on en fait un autre agrément. Vous savez, quand on est hommes et femmes de terrain, on crée un agrément autour de la chose pour montrer aux touristes que c'est une autre forme de transport. Il faut pouvoir l'exploiter pour pouvoir aller là-bas. Mais quand vous allez maintenant vers le palmier, vous-même vous êtes émerveillé, vous oubliez le calvaire que vous avez subi pour atteindre le palmier. En dehors de ça, vous regardez un peu les petites voies d'accès pour aller vers même nos produits. Quand on veut parler de e-agriculture ou de l'agro-tourisme, pour aller vers nos produits ou aller vers nos petits marchés, c'est un parcours de combattant. Et quand on va en période de pluie en plus, c'est impraticable. Donc, on va saluer ce qui se fait actuellement par rapport aux différents travaux au niveau des infrastructures routières et demander que ça aille vite,
que les délais soient même raccourcis pour que nous puissions accueillir le flot de touristes qui va nous rejoindre avec tous les grands travaux qui sont lancés par rapport au tourisme aujourd'hui. Monsieur Apan, pendant plusieurs décennies, comment l'État béninois n'est-il pas arrivé à mettre en place, en tout cas, l'infrastructure qu'il faut pour faciliter l'accès au site? Comment vous l'expliquez lorsqu'on connaît la contribution de ce secteur-là à l'économie nationale? Là, on s'est dit que c'est très simple. Pendant longtemps, pendant toute cette décennie, à la fin, quel est l'état du Bénin lui-même? Parce que quand on dit tourisme, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans le pays. Donc, c'est les voies d'accès pour y aller, c'est l'environnement et sa qualité, ce sont les hommes avec leur comportement, ce sont les institutions avec leur mode de fonctionnement, c'est la... Bon, bref, le tourisme, c'est un peu tout ça. Mais à la fin, le Bénin est dans quel état aujourd'hui? Donc, cet état rejaillit sur l'ensemble. Parce que, pourquoi? On annonce une volonté politique, on l'annonce, mais on ne l'applique pas. On ne la suit pas. On élabore des programmes et des politiques, on ne l'applique pas. La politique du tourisme que nous avons initiée depuis 1992, que nous avons fini par élaborer en 1996, on a mis 4 ans. Vous avez vu le président Talon, il est en train de nous donner une leçon magistrale de gouvernance. Il fait les études de faisabilité de ses projets lui-même. Il n'attend aucun bailleur de fonds parce que dans l'attente des bailleurs de fonds, vous mettez 10 ans pour faire une étude. Parce que le bailleur doit mettre en place ses procédures pour vous donner son argent. Donc, mais le président Talon a décidé d'aller directement aux études de faisabilité lui-même. Mais en plus, maintenant, moi je dis, il y a 6 choses à peu près qui nous a collé depuis ces décennies-là. Individuellement, qui collent les entreprises, qui collent les institutions, les communes, les États africains. C'est quoi? La première chose, comment on conçoit un bon projet. Allez faire le tour et vous verrez que la plupart de tous les projets que nous avons essayé de mettre en place dans le pays n'ont souvent pas d'études de faisabilité. Tout secteur confondu. Ou bien, quand ils en ont, la qualité de cette étude n'est pas à la hauteur du projet. Ça, c'est un. Maintenant, quand on a conçu, il y a un défi, près de 10 défis que vous avez là pour concevoir un bon projet. Après, il faut gérer. Les 5 fonctions de la gestion, c'est encore un défi. Et vous savez comment on a géré, avec les éléphants blancs à gauche et à droite. Le suivi, évaluation. Vous voyez? Donc, conception, gestion, suivi, évaluation. Maintenant, il y a la technologie qui devient transversale pour tout ça. Et on a beaucoup d'analphabètes. Mais après, on a les questions de performance et de qualité. On a les questions de compétitivité et de durabilité. Ces 6 choses-là, si vous analysez, vous verrez que c'est ça qui colle tout le monde. Maintenant, le président Talon, depuis 2 ans, il est au pouvoir. Il a annoncé un programme, mais il ne démarre pas les projets tout simplement parce qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de faire les études de faisabilité. On aura l'occasion d'aborder les projets phares du programme d'action du gouvernement dans le secteur du tourisme. Il est quand même important de faire l'état des lieux, des problèmes. Vous avez commencé par les citer en parlant bien entendu de l'impraticabilité des voies d'accès. Mais aujourd'hui, il se fait que les sites touristiques que nous avons végètent dans un état de délabrement avancé et cela ne favorise pas les activités des acteurs de ce secteur. Mais quelque part, ça aurait été pratique de dire un site dans une localité est sous la responsabilité de la commune. Et on amène les acteurs politiques, les acteurs publics et les acteurs privés à se dire on a un joyau dans notre commune. Entretenons ce joyau, ça nous rapporte de la richesse. Qu'est-ce qui se fait normalement dans le cadre juridique? C'est sous la responsabilité de qui? Bon, l'État central a tendance à tout mettre sous son couvert. D'autant plus que les ressources que ça génère, il y avait un circuit que ça suivait pour venir au ministère pour constituer après le fonds de développement touristique. Et comme ça, on ne laisse pas la main et la décentralisation est venue bien après. Mais quand la décentralisation est venue et on a fait la décentralisation, la déconcentration, est-ce qu'on a spécifié que ces sites devaient être
à la portée et à la disposition des communes qui devaient les entretenir, d'abord les réhabiliter, les entretenir, les gérer pour que le circuit de retour de ressources puisse se faire. Mais l'autre chose, il y a un problème fondamental. Est-ce qu'on a été éduqué même à la chose touristique? Est-ce qu'on a été éduqué à vivre en harmonie avec notre environnement? Ça ne disait rien à personne. Qu'on ait, par exemple, un jardin qu'on doit entretenir, qui puisse donner de la fraîcheur à tous, de très bonnes odeurs aux habitants du village qui vont, disons, aspirer de l'air naturel et des arômes et des odeurs qui leur permettent de vivre en harmonie avec leur environnement. On n'a pas été éduqués à ça. Tout ce qu'on a appris, c'est la géographie, c'est l'histoire. Ça s'arrête là, mais la géographie sert à quoi? On ne nous a pas dit. On apprenait juste pour aller prendre soit 10 ou 12 et on sort de là, on a oublié la géographie. Et pourtant, quand vous prenez l'environnement, on vous dit, votre environnement, telle plante doit faire telle chose, on doit chercher à voir ce que la plante doit nous faire. Cette plante, elle est où? Je peux aller la visiter, je peux aller regarder. Et quand quelqu'un tombe malade, qu'est-ce que je peux en faire? Un site est quelque part, il y a une chute d'eau qui est thérapeutique. Est-ce qu'on nous a appris ce que ça fait? Et pourtant, à Kétou, vous en avez. Avant-hier seulement, ou hier, je l'ai découvert encore dans la Lama. La dépression de la Lama, à Alada, il y a une source d'eau qui est thérapeutique, qui peut guérir. Nous ne savons pas tout ça, on ne nous a pas appris ça. Alors que dans les autres pays, on vous éduque à ça. Dans telle région de la Seine, vous avez ci, dans la région provinciale, vous avez ci, dans la région, je sais, vous avez telle ou telle chose et chacun se planifie. Cette année-ci, j'ai vu ça. L'année prochaine, je vais voir autre chose, ou je vais voir les animaux. Mais on n'a pas été éduqués à ça. Tout ce qu'on nous a appris, vous travaillez 30 ans, et pendant que vous travaillez 30 ans, vous devez tout faire pour qu'à la fin, vous alliez montrer à quelqu'un un cagibi que vous avez construit, et vous dites, j'ai fait ça, au moins ça. Alors qu'on doit vivre avec son temps, vivre avec la nature, vivre avec les autres, puisqu'on est appelé à disparaître. Vous évoquez là, Madame Huguette Dossa Akplogan, le manque de culture de tourisme au sein de la population. À quoi peut-on lier cela, Monsieur Jackson? C'est-à-dire que c'est l'histoire, c'est la sociologie du pays, parce que les pays qui pratiquent le tourisme, il y a un processus qui a conduit là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'urbanisation a commencé à devenir trop grand, c'est-à-dire qu'il y a eu un besoin d'évasion pour sortir donc de tout ce bruit, de tout cet asphaltage qui vous entoure pour reprendre contact avec la nature. Mais nous sommes plus ou moins en contact déjà avec la nature. Donc, la culture du tourisme dont on parle, elle est, disons, à différencier selon les pays. Au Bénin, vous avez vu l'engouement que les Béninois ont à aller dans les cérémonies funéraires. Donc, il faut orienter... C'est leur façon de faire du tourisme. C'est leur façon de faire du tourisme. Parce que dès qu'il y a une cérémonie funéraire, ils sont prêts à se déplacer. Vous avez vu quand, par exemple, le président Soglo, en 2013, avait lancé le festival Ouida 92. Mais pendant 15 jours, quand pour aller à Ouida, vous mettez 1 heure. Mais pendant le festival, on met 3 heures. Toutes les voitures étaient en route pour aller à Ouida, pour aller voir. Pourquoi? Parce que les vaudous sont sortis. Ça parle aux Béninois, mon vieux, les vaudous. Donc, ça dit que c'est spirituel. Et les Béninois se réfèrent aux vaudous pour tout. La plupart. Même quand ils sont chrétiens, musulmans, ils te disent chrétien le jour, animiste la nuit. Bref, donc c'est ce qui leur parle. Il faut chercher alors quelle est la motivation. Parce que le tourisme, la première des choses, c'est la motivation. Pourquoi je dois aller faire ça? Alors, comme il n'est pas motivé pour le tourisme classique, eh bien, il ne le fait pas. Comme nous, on aurait voulu qu'il le fasse. Mais quand on trouve cette vraie motivation, et vous allez voir, quand le président Talon va mettre en place ce qu'il a prévu là, vous verrez l'engouement que ça va susciter, parce que c'est remarquablement bien fait et tout le monde voudra aller voir. Maintenant, pour le tourisme aussi, il faut prévoir des infrastructures, des équipements hôteliers, etc., qui soient adaptés à la solvabilité.
des touristes. Donc les Béninois, le tourisme, nous on dit c'est trois choses, c'est l'argent, c'est le temps, et puis c'est la motivation. Bon, la motivation, ils l'ont pour les cérémonies funéraires, pour le vaudou, etc. Bon, l'argent, regardez le comportement des cadres quand ils vont en mission. Vous leur donnez 45 000 francs, mais ils préfèrent aller prendre une chambre de 5 000. Il y en a qui vont même jusqu'à 2 500. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez leur construire des hôtels, construisez des hôtels en matériaux locaux à un coût de revient de 2 500 ou de 5 000. Parce que si vous leur faites plus que ça, pour la majorité, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent bien autre chose, mais ce comportement-là de la part donc des gens prouve déjà que... Est-ce que ça va régler le problème? Si vous avez votre argent, vous êtes un investisseur, vous voulez investir dans le domaine hôtelier, vous tenez compte de cette réalité-là, construire des hôtels où la chambre avec des chambres à 5 000 francs ou à 7 000 francs. Mais les touristes de l'extérieur qui viendront, ceux-là qui viendront dans le pays, est-ce que cela va répondre à leurs aspirations? Madame Apogan. Les touristes qui viennent, vous savez, on a différents types de tourisme. Ceux-là qui restent dans les grands hôtels, on les connaît. C'est les institutions, c'est les cadres qu'on envoie officiellement en mission et tout. Mais les touristes sac au dos qui viennent là, eux, ils veulent aller voir, toucher du concret, du villageois. Ils veulent aller au contact de la nature. Au contact de la nature. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand on regarde nos douaniers qui disposent de ressources et qui ne savent pas comment investir, et qui vont mettre du dur partout sans l'aide d'un architecte. Ils sont eux-mêmes architectes, ils sont tout. Et ils construisent 2-3 années après, vous allez, les chambres commencent à couler et tout. C'est du gâchis dans l'investissement. Ça signifie qu'on ne les a pas éduqués à ça. On n'est pas éduqués à ça. Et quand on a des ressources, on va voir ceux qui conseillent en investissement pour leur dire, je dispose de ressources, qu'est-ce que je peux faire? Et on regarde dans le milieu le flair, et les spécialistes vous disent, voilà ce qui marche dans le milieu. Chacun se lève, je vais mettre un hôtel dans mon village. Et ils donnent des noms qui ne signifient rien du tout. Et vous y allez, vous n'avez même pas envie d'y entrer. Déjà, le nom vous répugne. Et c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui, mais ceux qui ont les idées, ceux qui ont la capacité de cogiter, mais qui n'ont pas les ressources financières, comment on combine ce groupe qui dispose de ressources, mais qu'ils puissent les mettre dans des circuits normaux, qu'on puisse les investir auprès de ceux qui ont les idées et qui peuvent amener à avoir des logis décents, même faire matériaux locaux. C'est possible de les avoir et pouvoir mettre des Béninois sur des fermes, par exemple, dans la localité où ils sont allés, mais c'est bien construit, bien aéré. Et la nuit, on n'a pas besoin de climatisation. Si on utilise les matériaux locaux, la journée prépare la nuit pour ces matériaux-là et ces bâtiments qui sont construits. C'est possible qu'on ait des bâtiments dans cette fourchette-là et ça se prépare. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. On regarde comment est-ce que le village est conçu. Il peut recevoir quel type d'infrastructure hôtelière et on l'érige, mais dans une harmonie qui ne dit pas son nom, public, privé, ensemble pour réfléchir pour l'évolution de la localité. Et les guides et accompagnateurs des touristes, dans un rapport, en tout cas publié, je crois, bien entendu, par le CTM Bénin, le CTM Bénin a noté le manque de professionnalisme de cette corporation très importante dans le secteur du tourisme. Alors, le problème, en fait, c'est quoi? C'est toujours que lorsqu'un gouvernement affirme que je veux développer le tourisme, il doit appliquer une politique touristique. Et dans le cadre de cette politique touristique, le gouvernement doit créer des écoles de formation touristique. Il n'y en a pas au Bénin. Je vois des centres de formation, mais c'est pas... Non, comme initiative gouvernementale, il n'y en a vraiment pas. Il y a quelques initiatives privées. Mais les initiatives privées sont-elles à la hauteur des enjeux et des ambitions que le gouvernement annonce? Le gouvernement lui annonce des ambitions, mais c'est toujours des annonces non suivies d'effets par derrière. Pourquoi justement? Parce qu'il n'y a pas la conviction, c'est tout. Alors si vous n'avez pas la volonté de réaliser les choses, vous ne ferez rien du tout.
C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a peut-être 2-3 choses qui sont importantes. 1, la volonté. 2, les mentalités. Mais après ça, c'est l'expertise. Les hôtels ne sont pas bons. Ça dit quand vous voulez faire un projet d'hôtel ou de restaurant, qu'est-ce que vous devez faire en premier? Une étude de marché. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, mais il y a 6 choses ou 8 choses qui nous collent individuellement et collectivement. Combien de gens font une étude de marché avant de lancer un projet? Mais quand vous n'avez pas étudié le marché, comment vous pouvez savoir qui va être le client qui va venir dans votre hôtel, combien il est prêt à payer, à combien vous pouvez déjà construire cet hôtel pour pouvoir récupérer vos fonds avec ce qu'il est prêt à payer, les 5 000 ou les 8 000 pour les Béninois. Maintenant, dans la gamme, comme elle a dit, dans la gamme des touristes, il y en a plusieurs catégories. Si vous prenez des touristes comme les Michael Jackson, ils paient leur chambre à 5 millions la nuit. Et quand vous descendez de cette gamme, j'ai vu à l'île Maurice des chambres à 1 million la nuit. J'ai vu des chambres à 300 000 la nuit. Donc, vous devez vous poser la question, dans le processus de planification de votre politique touristique, quel type de tourisme je veux? Est-ce que le tourisme, c'est le tourisme haut de gamme? Est-ce que c'est les sacs au dos? Est-ce que c'est les Béninois? Est-ce que? Mais quand vous vous êtes posé ces questions, donc vous faites une enquête pour savoir le marché que vous voulez cibler là. Quel est le pouvoir d'achat de ce marché? Quel est le produit qui intéresse ce marché? Et c'est sur cette base-là que vous décidez, est-ce que vous allez faire un tourisme avec de grands hôtels, avec des hôtels moyens, avec de petits hôtels? C'était tout un processus de planification. Mais ce qu'on ne fait pas rigoureusement. Alors quand on ne l'a pas fait, on commence à rater le coche. Et puis tous ceux qui sont des privés aussi, qui prennent des initiatives pour construire des hôtels, ils sont dans la même démarche. Moi, j'ai déjà sauvé des gens. J'ai déjà fait économiser à des gens 2 milliards, 3 milliards en 5 minutes de discussion. Parce que le projet est mal parti. Le type te dit, bon, ok, je veux construire un hôtel de 100 chambres ici, une salle de conférence de 500 places, avec 10 campements relais le long de la lagune de Porto-Novo, coût 3 milliards. Alors tu lui dis, ouais, quelle est la clientèle? Il dit, mais tout le monde, bon, les hommes d'affaires, les choses là, à Porto-Novo, les hommes d'affaires sont là. Ah bon? Le type commence à s'interroger. Et il a déjà commencé le projet. L'architecte a déjà travaillé. Il devait 5 millions déjà à l'architecte. Il a abandonné le projet. Un autre, c'est pareil. Je veux construire un hôtel comme Sheraton, mais en plus petit, 60 chambres. Où on va sur le terrain à Glas. Alors, il dit, bon, à mon terrain, clos, le terrain est gros, mon vieux. Il y a 8 terrains ensemble ici. Donc, il choisit son emplacement au hasard, sans aucune étude. À l'île Maurice, quand tu veux créer un hôtel, tu ne peux même pas le décorer comme tu veux. L'État te donne des décorateurs professionnels. Et il te défarque ça. Donc il y a un accompagnement technique qui doit suivre tous les entrepreneurs. Donc vous avez vu plein de gens, ils construisent des hôtels. Quelqu'un a construit un hôtel à 2 milliards, mais tous les jours, la personne se plaint à Cotonou. 2 milliards. Il dit, mais si j'avais su, j'aurais mis mes 2 milliards à 6% de taux d'occupation dans une banque, et chaque année, j'aurais 120 millions, divisé par 12, j'ai 10 millions d'intérêts pour mon argent dans ma poche, et mon principal est toujours là-bas. Aujourd'hui, j'ai mis ça là, les impôts sont là, l'énergie est là, mon personnel est en cravate, et personne ne vient. Donc, les amis, c'est l'encadrement technique. Et c'est toujours le problème, c'est-à-dire, moi je résume tous les problèmes des Africains, tous ceux qui vont mourir dans les eaux de la Méditerranée là-bas, tous ceux qui sont vendus à Libye, c'est un défaut d'expertise en dehors de la volonté et de la mentalité. Le professionnalisme du secteur, l'encadrement. Par rapport au guide, puisque vous avez évoqué le CTM tout à l'heure, voilà. Dire que cette étude, nous l'avons effectuée avant l'arrivée du gouvernement Talon. Depuis 2015, oui, je crois. Depuis 2015. Puisque les guides étant partie prenante du CTM, et nous étions déjà sur le terrain organisant des circuits et tout, nous avons constaté que dès qu'on arrive avec votre propre guide, vous êtes envahi par d'autres jeunes et tout, qui se disent guides. Donc on a démarré une étude avec l'association professionnelle des guides, paix à son âme aujourd'hui, Herman, qui est décédé, leur ancien président. Et on a fait tout le tour. On a fait de la sensibilisation d'abord, pour profiter, pour les recenser. Et après le recensement, maintenant, on est passé à la formation. Et fort heureusement, suite à notre initiative, l'AFD, avec Eco-Bénin, a initié maintenant une étude
professionnelle qui prend tous les volets jusqu'à la création des curricula pour pouvoir les former en tenant compte des différents types de tourisme qu'on doit faire. Et on nous a invités, on est allé à la validation des différentes étapes et tout. Donc, les documents vont sortir et ça se fera avec la surprise, avec l'université. Et c'est ce qui nous a plu au CTM, puisque l'université désormais va ouvrir ses portes à tous ceux qui sont du terrain et on va aller même vers la qualification. Quand vous parlez de l'université, ça veut dire que les points de guide et accompagnateurs de touristes, il faut avoir minimum le bac. Aujourd'hui, maintenant, c'est défini. Ceux qui ont commencé sans un niveau, on va les évaluer et on leur donnera un niveau. Et ils vont suivre des formations qualifiantes maintenant pour qu'on puisse les positionner également. Et si vous n'avez pas ce niveau-là, vous ne pouvez pas avoir le badge et être appelé guide désormais. Mais la formation se fera à l'université. À l'université. Donc voilà un peu ce qui a été fait et on continue avec eux sur le terrain actuellement, mais eux-mêmes ils ont compris qu'avec les nouveaux projets qui arrivent, il va falloir qu'ils se mettent dans un créneau, se former, maîtriser pour pouvoir dire du vrai aux touristes, parce que les touristes sont informés avant de venir. Et pour ça, quand vous mettez devant un touriste, vous commencez à raconter des bobards, tout de suite, vous sentez le désintéressement même du touriste qui vous laisse et qui commence à chercher ailleurs, parce que là, vous ne répondez pas à ce qu'il vient chercher. Et pour nous, opérateurs du domaine, c'est pas bon signe. Si vous mettez un guide qui ne peut pas remplir la mission pour laquelle vous l'avez envoyé sur le terrain, sachez que prochainement, ce touriste, vous l'avez perdu. Et pour de bon, et le bouche à oreille qu'il va faire, c'est fini. Le Bénin est classé comme ça. Donc, il faut faire vraiment attention. Et c'est pour ça qu'on a commencé par là. Le guide de touriste, c'est la vitrine complètement. C'est lui qui accueille, c'est lui qui raccompagne. Et c'est après lui que d'autres touristes pourront venir. Les hôtels sont là, les restaurants sont là, mais si le guide fait mal, le touriste ne revient plus et vous n'avez plus de touristes. Monsieur Donsol a commencé par parler de l'encadrement, de cette orientation stratégique qu'il faut mettre à la disposition de ceux-là, les personnes de bonne volonté qui ont de capital, qui ont de l'argent à investir ou bien qui vont faire de prêts dans les institutions financières. Quelle réponse à ce manque-là? Je dis aujourd'hui que ces personnes-là puissent humblement s'adresser aux professionnels du domaine pour prendre des conseils. Nous sommes ouverts. Le cabinet de M. Johnson, H2A Conseil et bien d'autres, nous sommes ouverts. Qu'ils voient même les architectes. Les architectes aujourd'hui travaillent avec nous, pourront les conduire vers nous pour qu'on leur dise l'étude de faisabilité, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et les recommandations de l'étude, si on les suit, ça vous amène immanquablement vers le succès. Ça, c'est sûr. Et nous leur disons sincèrement, s'ils ont gagné honnêtement leur argent, il vaut mieux qu'ils l'investissent honnêtement et ils auront les résultats. Ce qui pose le problème de l'absence d'une politique cohérente pour capter aussi les opportunités qu'offre le marché régional pour faire profiter au secteur au plan national. Non, il ne manque pas de politique. Hein. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire au Bénin, mais quand nous avons commencé notre politique du tourisme dans les années 94, le Ghana n'avait pas commencé. Le Ghana est venu nous voir dans les années 94, 95, 96 pour dire mais ce que vous faites est formidable. Le Ghana est très loin aujourd'hui. Pardon? Le Ghana est très loin sur le plan du tourisme. Il n'y a pas de. Bon, le Ghana est très loin. Bon, le Burkina, quand nous faisions ça, le Burkina était passé ici. C'est-à-dire que quand nous on réfléchit au programme, on met en place des programmes, et puis après on bavarde de tout. Et là, il faut dire que les politiques ne nous aident pas. Ça, c'est la réalité, ça. Parce que le développement du tourisme, il y a deux niveaux. Il y a le niveau technique. Il y a le niveau politique. Mais au niveau politique, moi j'ai travaillé 30 ans. Mais on a pris tellement d'initiatives. On te demande parfois, mais qui t'a commandé ça? Qui t'a commandé ça? Et puis les initiatives ne sont pas portées. Par exemple, au niveau de la politique du tourisme, on a fait une politique que le gouvernement a adoptée en 1998. Moi j'avais initié cette politique-là. Elle est arrivée à échéance en 2008. On l'a évaluée, on l'a actualisée. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, c'est l'ancrage national. Donc, le contexte national existe bien en politique. Sous-régional, l'UEMOA a une politique. Du tourisme de l'UEMOA, le Bénin est membre de l'UEMOA. Il y a un programme qu'on appelle le Programme régional de développement du tourisme de l'UEMOA. Mais comment c'est en train d'être mis en œuvre? Au niveau international maintenant, moi j'ai encore pris une initiative.
Je vous dis, en 2 ans, j'ai obtenu le soutien de tous les ministres africains du tourisme sur cette initiative, de tous les ministres du tourisme du monde, du PNUD qui a signé un accord avec nous pour porter cette initiative-là au plan international. Bon, les Japonais, dans le TICAD, qui avaient un mécanisme qui avait 15 000 milliards, mon cher ami. Quand je l'ai présenté à Ouganda, les Japonais étaient demandeurs. Mais on n'est pas accompagné. Quand j'allais présenter cette affaire avec l'appui du ministre Toleba, c'était en 2008, le représentant résident d'Oxfam Québec nous a suivis. Il dit que si c'est au Canada que tu fais ça, on te donne 50 experts tout de suite. Et moi, j'ai vu des chercheurs en Australie et à autres, on leur a donné des experts, des budgets, 25 milliards à gauche, à droite. J'ai vu un petit de 22 ans qui a dit, moi, je vais enlever tous les sachets plastiques qu'il y a dans la mer. On lui a donné des ingénieurs, Et pourtant, moi, j'ai amené un projet que le pays même a adopté. Il y a un relevé du Conseil des ministres qui est ici, qui a été adopté. J'ai l'appui de 50 ministres africains, j'ai l'appui de tous les ministres du monde, de la CNUSED, de la CEDEAO, les experts de la CEDEAO, les ministres de l'UEMOA. Et puis bon, tout le monde me regarde au ministère et tout le monde rit. Et on me dit que la béninoiserie n'existe pas. Ah non, on ne peut pas substituer béninitude à béninoiserie. La béninoiserie existe bel et bien. Aux affaires qui se sont moqués de vous, c'est pas eux. Comment? Est-ce que vous êtes approché de ceux-là aujourd'hui parce que vous avez reconnu que le chef de l'État, le Patrice Talon, oui, il porte beaucoup de projets dans le domaine de tourisme. Absolu. Et vous l'avez même fait féliciter. Donc c'est pas l'équipe actuelle qui a relégué aux oubliettes votre projet. Non, l'équipe actuelle a des atouts, mais il y a des faiblesses aussi. On aura l'occasion d'en parler. Madame Huguette Aklogan, quels sont les autres problèmes que vous avez identifiés au plan, de façon générale, dans le domaine? Très bien, en dehors des guides, en dehors de l'accès, l'impraticabilité, de formation, d'encadrement technique. Je reviens sur la formation, en prenant par exemple 2 opérateurs clés, les hôtels, les restaurants. Vous parlez des sous-secteurs là. Très bien. Vous rentrez dans un hôtel, c'est d'abord l'accueil. Vous passez l'accueil, vous rentrez dans votre chambre. Dans votre chambre, plusieurs agents doivent travailler. Est-ce qu'ils sont préparés à ça? Les chambres, vous libérez une chambre en Europe, dans les 5 minutes qui suivent, votre chambre est prête, vous la prenez, c'est tout comme si on venait juste de mettre une nouvelle chambre à votre disposition. Mais dans les chambres africaines, particulièrement au Bénin, en dehors de quelques-uns, vous y entrez, vous sentez encore la cigarette que l'autre est passé, laissé dedans et tout, et des odeurs qui ne disent pas leur nom. Ça signifie quoi? Que le personnel n'est pas préparé à ça ou n'est pas motivé à ça. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est la rentabilité. Puisqu'on n'a pas fait une étude au départ pour savoir que là où on implante ça, ça n'apportera rien. On n'arrive pas à payer le personnel, du coup, et le personnel aussi mal formé ou pas formé du tout, mais qu'on engage parce que c'est un frère, c'est une sœur qui n'a pas de travail, on engage n'importe comment. C'est comme ça. Ça signifie quoi? Que tout est à refaire. De la formation, de la mise en place d'un mécanisme de suivi de ce que cet agent fait dans cette chambre pour donner quel résultat et un contrôle pour vérifier si c'est bien fait avant de livrer la chambre au client. Et mettre en place également des processus d'évaluation par les clients eux-mêmes. Aujourd'hui, heureusement, pour les hôtels qui sont inscrits sur TripAdvisor, c'est du direct. Les clients font leur observation et notent même les hôtels. Ça se fait, mais combien d'hôtels sont sur TripAdvisor pour qu'on puisse les retrouver en ligne et pouvoir choisir le Bénin? Quand on prend maintenant les restaurants, qu'est-ce que nous donnons à manger à nos touristes? Et les gens sont tatillons sur les différents critères qu'ils retrouvent autour des repas qu'on leur sert. Comment est-ce que c'est préparé? Quels sont les ingrédients qui sont agencés pour qu'on donne ou tel plat pour que le touriste qui sort de là ne fasse pas de l'indigestion ou d'autres maladies qu'il développe. Je viens du Bénin et tout, on fait un diagnostic, on trouve que c'est telle et telle chose qu'il a mangé. Tout ça, c'est combiné comment?
les plats qu'on combine et comment on sert les clients, c'est à préparer. Et je salue le travail qui se fait avec l'AFD et Cobénin, qui prépare tout ça maintenant, c'est tous les compartiments, depuis l'arrivée du touriste jusqu'à l'accompagnement à l'aéroport pour qu'il reprenne son avion. C'est primordial avoir cet encadrement-là. Et cessons de dire aux enfants que le travail ne se trouve que dans les banques, finances, les assurances. Autour du touriste debout, vous avez jusqu'à 17 métiers. Et il n'y a pas de sous-métier. Vous le faites correctement, on a besoin de vous dans ce sous-secteur-là pour que le touriste debout ait une satisfaction. Et avec tout ce qu'on développe aujourd'hui, il vaut mieux qu'on commence maintenant à former pour que les nouveaux hôtels qu'on est en train de mettre en place et tout puissent avoir de la main-d'œuvre qualifiée et qu'on n'importe pas de la main-d'œuvre pour venir servir dans ces hôtels. Vous avez vu le président Talon, il a été obligé d'importer des cabinets pour venir faire des études parce qu'il veut aller très vite. Et quand les architectes et autres ont réagi, il a fait du joint. Ils se sont ajoutés à eux. Et j'espère qu'ils ont appris. Ils ont appris au contact de ces nouveaux experts qui ont utilisé ce qu'ils connaissent et ce qu'ils pratiquent, qu'ils apportent pour que ça aille vite. Parce que l'expert l'a dit, lui ne veut pas attendre. Il veut avoir des résultats et les études sont obligatoires pour aller vers les résultats. C'est clair. Mais toujours dans le sous-secteur hôtellerie et restauration, il y a d'autres problèmes qu'on a en tout cas enregistrés lors de mes recherches, lors des préparatifs de cette émission. Il y a certains promoteurs qui ont parlé du taux trop élevé des taxes. La TVA parlait du coût de l'énergie, n'arrive pas à faire face aux factures d'énergie, notamment l'eau et l'électricité. Il y a également cette absence de classification des restaurants, à l'instar par exemple des hôtels, ce qui n'est pas encore une réalité. Ils ont également déploré l'absence d'un fonds de garantie spécifique aux investisseurs touristiques et hôteliers. Oui, oui, naturellement, ça dit que c'est toujours la gouvernance et les dysfonctionnements. Parce qu'on a créé un fonds de développement touristique qui a, bon an, mal an, 2 milliards par an. Mais pourquoi, à partir de ça, on ne peut pas œuvrer avec les structures compétentes pour créer le fonds de garantie dont vous parlez? Ce fonds est créé maintenant, ça fait près de 14 ans. Il fonctionne comment? Mais ce fonds est au sein du ministère du Tourisme. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait, ce fonds. Il y a un conseiller technique au président de la République de l'époque qui voulait le faire et qui demandait 60 millions. Je l'ai fait pour 0 francs. En 2 semaines, j'ai sorti les statuts. Maintenant, il faut de la volonté politique au sommet du ministère pour que le fonds joue son rôle. Mais si le fonds est là et que les autorités politiques ne décident pas de le transformer, de lui donner une vocation, etc., qu'est-ce que les cadres peuvent faire? Mais après, quand ils ont fait tout ça et que ça capote, on dit les intellectuels sont tarés. Alors donc, avec la complicité de certains intellectuels, on dit ça. Mais je dis, quel est le cadre ou l'expert? Moi, je ne parle même plus de cadre parce que je ne sais pas trop ce qu'on met dedans. Intellectuel, je ne sais pas trop, mais moi, je parle des experts. Quelles sont les responsabilités politiques qu'on donne aux experts, non? Je vais peut-être ajouter par rapport aux problèmes posés, effectivement. Oui. Y a les normes ou les différentes conventions qui sont prises au niveau de l'UEMOA qui demandent au pays de respecter un certain nombre de taux pour permettre aux opérateurs privés qui s'investissent pour faire face à leurs charges. Effectivement, on en a parlé. Il y a le coût trop élevé de l'électricité. Par exemple, ils ne sont pas classifiés comme des industries. Et ils payent l'électricité comme les ménages le payent et tout. Donc c'est un peu difficile pour eux. Et nous avons commencé une bataille dans ce sens-là qui n'a pas encore abouti. Peut-être que la nouvelle politique aujourd'hui qui amène à aller vers une densification du nombre de touristes qui arrivent va nous amener ou va amener l'État à se dire je subventionne ou je les classifie dans cette catégorie-là. C'est un plaidoyer que nous faisons aujourd'hui. D'autant plus que si on n'arrive pas, on l'a dit tout à l'heure, si les agents ne sont pas bien payés, le sourire ne sera pas au comptoir pour accueillir les touristes. Et si les opérateurs privés n'arrivent pas à honorer leurs factures d'électricité, un hôtel coupé, ça donne quoi? Vous n'avez plus rien. L'électricité qui est l'hôtel, la climatisation, l'énergie,
un touriste qui rentre dans sa chambre, tout de suite, c'est d'abord la lumière. Il met la carte, tout doit fonctionner. La lumière, le climatiseur, ensuite le frigidaire ou le réfrigérateur, son nom scientifique. Très bien. Donc, quand vous n'avez pas ça, l'hôtel n'a pas l'énergie. Il y a quoi derrière? Il n'y a rien. Ils sont derrière. Le directeur de la SBE a négocié tout le temps des échelonnements pour payer. Ça ne fait pas bien. Ils ne sont pas tranquilles dans leur peau. Et ensuite, vous prenez également les restaurants, c'est la même chose. Un restaurant qui va être efficace, vous rentrez dans un restaurant, c'est d'ailleurs les soirs. Il faut l'énergie pour mettre au frais les repas qu'on doit servir ou les protéger, les protéger, les tenir pour que le touriste puisse manger sain. C'est tout mettre dans les réfrigérateurs ou mettre dans des conditions exceptionnelles. Le poisson qu'il faut garder à une certaine température avant qu'on ne le serve dans 5 minutes pour qu'on soit efficace et prompt devant le touriste, il faut ça, nécessairement. En dehors de ça, quand on prend aussi les problèmes que nous avons, c'est aussi les taux élevés, des taxes au niveau des billets d'avion. La destination Bénin est chère. Aujourd'hui, la destination Bénin est chère. Vous prenez quelqu'un qui met son budget de 500 €, il regarde venir au Bénin seulement, le billet d'avion dépasse 500 €. Il préfère aller en Thaïlande où il a tout compris pour sa famille à 500 €. Il va passer un week-end, il revient. Mais venir au Bénin, déjà, le billet d'avion dépasse 500 €. Vous choisissez d'autres destinations. Et aujourd'hui, les taxes qui sont alignées sur les billets d'avion, on n'en dit pas. Et c'est là où nous voulons demander au président Talon, c'est vrai, il a déjà sévi, il a déjà fait tout ce qu'il a fait pour pouvoir assainir le secteur, qu'il nous appelle maintenant, qu'on s'asseye et qu'on voit quelles taxes on peut encore enlever pour que la destination Bénin soit moins chère. Et vous parlez donc de sous-secteur compagnie aérienne. Dans ce sous-secteur de façon particulière, quels sont les autres problèmes qu'on y retrouve? Non, alors, disons que les compagnies aériennes, vous savez que c'est des investissements lourds. Donc, quand c'est lourd, comment on peut amortir ces investissements? Il faut du volume en trafic. Donc, les taxes, ça dit, vous voyez l'Afrique, quand on quitte l'Europe pour venir en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Vous survolez différents pays. Vous pouvez en survoler 4, 5, 6. Mais chaque pays survolé veut sa taxe. Donc, il y a déjà le problème du morcellement de l'Afrique, alors que les autres destinations, vous avez beaucoup de volume sur la destination. Donc, la compagnie aérienne peut faire un coup bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la direction. Si vous prenez un pays qui reçoit, par exemple, 5 millions de touristes, 10 millions de touristes, par rapport à un Bénin qui en reçoit 100 000 ou 200 000, bon, vous comprenez que les taxes vont être forcément plus élevées. Mais il faut réformer le système de compagnie aérienne en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut créer un système où l'Afrique a donc des vols qui sont interconnectés dans la région, mais tout ça ne peut pas s'improviser, ça fait toujours l'objet de politiques efficaces, donc avec des possibilités d'affaires ici et là. Bon, sur la question de l'énergie, pour finir dessus, c'est que nous on a fait prendre 6 relevés en Conseil des ministres sur cette question. Depuis, on fait ce combat depuis près de 30 ans. Le Conseil des ministres a décidé 6 fois. Comment vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire un Conseil des ministres décide, il redécide sur le sujet. Et quelle était la décision? Oui, d'appliquer aux hôtels le tarif industriel de l'énergie. Bon, mais c'est que ça a un coût budgétaire. C'est-à-dire que si on doit appliquer ce tarif, comme la SBE même était déficitaire et ne se portait pas très bien, il aurait fallu subventionner. Bon, pour subventionner, il faut chiffrer et dire, bon, voici le manque à gagner que la SBE doit avoir, et par rapport à ce manque à gagner, budget national, subventionner ça, comme mesure de politique touristique. Parce que quand on veut développer le tourisme, mais on mène une politique. Ça, l'énergie, les crédits longs, avec des taux adaptés. Bon, la question foncière même, mettre à disposition des terrains, réduire les impôts sur, disons, les taxes qu'on impute à choses-là. Quand on importe du matériel pour l'hôtellerie, les frais de douane, tout ça, c'est ce qu'on appelle les coûts des facteurs de production. Il faut les réduire. Il faut les réduire dans une politique bien comprise. Par exemple, à l'île Maurice, quand ils voulaient lancer leur destination, le terrain était donné cadeau.
Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on te donne un terrain cadeau et que tu emmènes un hôtel comme Sheraton, là, tout de suite, il emploie 300 personnes. Mais en plus, avant même de faire Sheraton, qu'est-ce qui se passe? Tu vas acheter du fer, du ciment, du bois, du sable. Alors, pour construire de grosses œuvres. Mais après, quand tu as fini de construire de grosses œuvres, après, quand tu exploites, il faut équiper. Chaque chambre, une table, une chaise, un lit, des draps, des rideaux. Donc, il faut construire une politique touristique dans une économie diversifiée. Si vous n'avez pas ces facteurs-là dans l'économie, eh bien, votre politique va devoir importer beaucoup. Et c'est comme ça que les fuites se font, jusqu'à atteindre les 85%, et le pays qui dit qu'il veut développer son tourisme se retrouve sur $100 gagnés à n'avoir que $15, parce qu'il a laissé fuir les choses. Donc, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Et quand on met en place ces politiques, il faut les appliquer. Qu'en est-il des agences de voyage? Très bien. Agence de voyage aujourd'hui, je dirais plutôt agence de tourisme. Bon, voilà, dans le tourisme, parce que... Pourquoi je fais cette transition rapide? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec le désordre entre griffes qui s'est produit dans le secteur, nous nous retrouvons dans une réforme qui amène le gouvernement à mettre en place sa propre structure pour émettre ses billets. Du coup, plusieurs agences sont désœuvrées aujourd'hui parce que le gros client des agences de voyage, c'est l'État. Et l'État aujourd'hui lui-même met en place son mécanisme pour s'auto-servir. Pendant un temps, on a appris, et le plaidoyer maintenant, c'est de dire, le gouvernement a assez sévi, essayons de voir qui est crédible, qui est capable, qui a les capacités de travailler avec moi, et on reprend. Je dis agence de tourisme parce que ces services, pendant un temps, ont amené des acteurs à commencer à réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'on peut déjà vendre sur le terrain? Mettons-les en place, créons des activités autour et vendons cela en attendant que les grosses œuvres, les grands projets ne se mettent en place. Ce qui amène beaucoup aujourd'hui à aller vers les activités touristiques qui touchent les populations directement, qui touchent les populations frontalières. Le Nigeria, par exemple, et le Ghana. Nous sommes dans des réseaux, sur les réseaux sociaux, qui nous amènent aujourd'hui à offrir des services directement à ces gens et tout. C'est parce que l'autre était fermé. Entre-temps, on ne vendait plus à l'État. Le personnel qui a été réduit à un moment donné et qui se retrouve au chômage, le peu qui est là, il faut pouvoir les payer. Donc, il faut imaginer d'autres solutions. Et je dis à quelque chose, malheur est bon. On se contentait de nos ordinateurs sur la plateforme Amadeus pour émettre des billets. Et comme on n'a plus de clients, gros clients en face de nous, on a réfléchi autrement. Ce qui veut dire que quand l'homme se retrouve devant les difficultés, il essaie toujours de chercher des solutions. Et les solutions aujourd'hui, nous les avons et nous nous préparons. Il faut qu'on se prépare aussi à pouvoir rentrer dans les créneaux que le gouvernement crée. D'autant plus que tous les musées qui seront mis en place maintenant, c'est les agences de voyage qui vont vendre tout ça. C'est les agences de voyage qui vont organiser les circuits vers ces musées-là. Et il faut que le gouvernement commence déjà à nous préparer. Des agences sérieuses. Il faut le préciser parce que clair. Pendant plusieurs années, il y en a qui ont dealé avec l'État et finalement, vous avez dit que les... Vous savez qu'il y avait des agences qui étaient dans les coffres des véhicules et qui traitaient avec l'État. Et qui avaient de gros marchés. C'est l'État même qui avait favorisé ça. Celles qui sont là, qui payent les impôts et tout, n'avaient peut-être pas des marchés avec l'État. Et celles qui se sont fait épingler, elles se connaissent. Et ceux qui travaillent dans l'honnêteté et dans la discipline savent ce qu'elles font sur le terrain. Et si vous retrouvez encore certaines sur le terrain, sachez qu'elles sont sérieuses, qu'elles ont travaillé. Peut-être que certaines ont été induites en erreur en se faisant dealer également, comme vous le dites, et n'ont pas su se ressaisir à temps. Mais là, le bâton frappe. Et quand vous savez que vous êtes dans le sérieux, vous essayez de redresser le tir et vous continuez votre chemin. Dans ce sous-secteur, M. Johnson, qu'avez-vous remarqué, vous? En tant qu'agent de voyage, bon, première chose, c'est que, oui, c'est-à-dire que encore le rôle prépondérant de l'État. Parce que c'est lui qui doit aménager les sites et les rendre vendables. Quand moi je vois l'enthousiasme avec laquelle
Madame Akplogan. Madame Akplogan vend les sites touristiques du Bénin. Je dis, c'est une passionnée. Parce que l'état de certains sites, parfois, ne vous donne pas envie d'aller en parler. Parfois même, vous allez dans les salons du tourisme, quand vous commencez à en parler, il y a des gens qui disent, écoutez, laissez-nous tranquilles avec cette histoire, on était là-bas. Bon, donc, vous avez vu, le président Talon a dit, moi je vais faire les sites, et il veut les faire de façon remarquable. Mais la politique du tourisme avait dit ça depuis plus de 20 ans. Qu'il faut créer des produits d'appel remarquables. Parce que quand c'est remarquablement fait, tu es à l'aise pour vendre, les gens doivent venir. Donc, les agences de voyage ont cette difficulté-là. Mais après, elles aussi viennent c'est-à-dire qu'elles viennent au tourisme sans être formées. Plein de gens ouvrent des agences de voyage sans avoir, disons, la formation. Mais quand ils sont entrés dedans, ils ne se forment pas non plus. Bon, donc, résultat, ils se contentent de louer quelques voitures, donc de vendre quelques billets d'avion, et puis c'est tout. Bon, donc, et ils ne font pas preuve de créativité pour proposer des produits touristiques, ce qui n'est pas facile, hein, dans un contexte où le pays même est difficile. Il faut vraiment aller inventer des formules, comme Madame est en train de faire, pour pouvoir, disons, essayer de tenir la route. Donc, il y a, le rôle de l'État pour que les sites soient vendables. 2, il y a les professionnels eux-mêmes, quand ils viennent, ils s'intéressent à un métier. Ce n'est pas un péché de ne pas connaître le métier en venant, mais après, il faut apprendre, nécessairement. Donc, je pense que c'est surtout le problème qui se pose à ce niveau. Et puis, la plupart ne s'occupent pas de tourisme, globalement. Si vous prenez les agences du Bénin, sur le nombre qu'elles sont, peut-être qu'il y a 5... peut-être 10 maximum qui s'occupent du tourisme. En conclusion, on retient qu'une kyrielle de problèmes mine le secteur du tourisme. Le gouvernement de Patrice Talon, prenant conscience de la situation, a entrepris une série de réformes dans le secteur. De votre position, Madame Huguette Dossa Akplogan, quel regard portez-vous sur ce qui se fait actuellement? Merci beaucoup. J'ai eu à le dire sur d'autres plateaux, j'ai salué la vision. Je l'ai acheté également, puisqu'on n'attendait que ça. Pour nous qui avons eu la chance de sortir un peu et de voir d'autres continents, j'en ai vu déjà 4, il ne reste que l'Océanie. Et quand vous voyez ces pays, comment ils vous attirent, quand vous y sortez, vous avez toujours du remords, je suis en train de partir. Quand est-ce que je vais revenir encore dans ce pays? Je veux bien que ce soit comme ça pour mon pays désormais. Et quand on voit un président passionné, il a du goût. C'est vrai qu'il est venu, tout de suite on a commencé à casser tout sans préparer. Il a présenté des excuses. Et je dis aux Béninois, acceptez ces excuses-là. Et chacun sera chez lui d'ici 3 à 4 ans. Ce qui lui revient dans son secteur d'activité, il l'aura de façon tracée. Si tout ce qu'on entreprend est réalisé et que chaque activité programmée se réalise, chacun, que tu sois menuisier, que tu sois ferrailleur, ce qui te revient va te revenir. Que dans l'autre contexte où on est resté, si tu ne connais personne, tu n'auras rien. Ce qui se fait actuellement, je dis, quand on prend les 6 projets phares qu'on est en train de travailler et les 45 projets phares qui se développent, je vois concrètement que le tourisme, tout est transversal vers lui. Chaque maison sera attrayante avec tout ce qu'on est en train de casser. Vous voyez déjà qu'après tout ce qu'on a dégagé, vous voyez des vieilles qui vous disent « nous respirons mieux ». L'air circule, c'est un indicateur fort. Vous rentrez dans les petites ruelles, aujourd'hui on est en train de dégager. Je suis en train de voir mon pays, quand je serai en train de descendre d'un avion, je voyais Cotonou beau, mais je verrai Cotonou autrement. Ça doit être comme ça. Et qu'on aille jusqu'à dire aux ménages, dans cette rue, vous devez pavoiser avec des fleurs, vous devez mettre telle couleur dans les rues, comme je l'ai vu dans certains pays qui se respectent, le Rwanda, le Burundi, c'est beau.
Vous rentrez dans les rues et ils utilisent du matériel local. Vous savez que nos pierres de Natitengu, là, c'est avec ça que les gens font leur clôture et passent peut-être de la peinture blanche ou noire dedans pour juste donner de la couleur. Ça signifie quoi? Qu'on utilise du matériel local pour le faire. Et qu'on en arrive là, qu'on cesse de mettre des carreaux au mur pour dire que nous voulons distinguer et tout. Ça ne veut rien dire. Nous ne produisons pas du carreau. Et nous nourrissons l'économie des autres. Et je voudrais demander au président Talon, après toutes les études, les plans faits, qu'on puisse voir quel matériel local nous avons qu'on va utiliser pour mettre ces infrastructures-là en place, pour développer l'économie locale. Et qu'on renforce les ouvriers, tous ceux-là qui ont de la matière à apporter. Si possible même, faire également du joint, comme il l'a fait pour les études. Amener les professionnels qui savent faire, venir rester dans le milieu avec ceux qui sont là pour leur apprendre à faire, pour qu'ils prennent de la relève. Pour que le soudeur, le menuisier, le peintre, le staffeur et tout soit utilisé sur place, mais qu'il ait de l'expertise extérieure qui vienne les renforcer. Le learning by doing, qu'on puisse le faire, qu'on reconnaisse que nous manquons de compétences. Compétences avérées. Les gens se disent formés. Mais est-ce qu'on fait du recyclage? Est-ce qu'on va dans les salons pour apprécier ce qui est fait nouvellement, qu'on puisse l'acquérir? Mais quand on s'accommode et on revient dans le train-train quotidien et qu'on commence à chercher le pain quotidiennement au lieu de réfléchir sur 10 ans, 15 ans et laisser maintenant la jeune génération prendre la relève pour travailler au quotidien, on ne pourra pas y arriver. Donc je salue tout ce qui est fait et j'ai hâte de voir déjà les études qui présentent les plans et tout. On rêve déjà. Le musée de Porto Novo, je le vois en Zangbetor. J'attends de voir ce que j'ai en Pakliao qui ne dit pas grand-chose. Voilà. Madame Akplogan, elle est très optimiste par rapport à ce qui se fait actuellement. Vous, votre position d'expert? J'y crois fermement. Parce que, comme j'ai dit, il y a 3 facteurs qui permettent de développer un pays. Le premier facteur, c'est la volonté politique. Et la volonté politique du président Talon, je ne suis pas sûr qu'on va en avoir une égale, pareille, avec un courage pour affronter les problèmes. Parce que souvent, nous avons pris la culture de laisser les problèmes là, de résoudre les problèmes. Donc, cette volonté, elle est impeccable, elle est au top. Et deuxièmement, il y a les mentalités. Après ces 2 choses, ce qu'il faut, c'est l'expertise. Et le président Talon est en train de nous montrer le chemin. Pour moi, c'est une école. C'est l'école de l'expertise. Est-ce que nous manquons vraiment de l'expertise au plan national? Bon, alors, sur la question... dans le domaine précis du tourisme. Du tourisme? Bon, alors, quand vous dites tourisme, moi, je vous ai dit tout à l'heure que c'est tout le PAG qui a une vocation touristique. Donc, quand je dis expertise en tourisme, pour moi, c'est l'expertise transversale. Alors, quand nous disons que nous avons de l'expertise pour moi doit être avec des références précises. Nous disons que nous avons de l'expertise dans le pays, mais où sont les choses de référence que nous avons faites dans le pays et qui montrent que nous avons l'expertise? Bon, donc, sachons raison garder. Même la Chine, pour se développer, elle est partie acheter des licences américaines, françaises. Donald Trump est en train de se fâcher pour ça maintenant. Elle a acheté les licences depuis 30 ans, 40 ans. Elle a dit, vous devez être associé aux Chinois. Et elle a donné 30 ans aux Chinois pour apprendre. Aujourd'hui, ils ont l'expertise. Mais ils savaient il y a 30 ans qu'ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas l'expertise. Donc, soyons humbles et allons apprendre. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire, ça c'est... Mais l'ambition du président Talon, il a mis la barre tellement haute que les Béninois doivent suivre. Parce que s'ils ne suivent pas, ils seront laissés sur le carreau. Maintenant, ce qui manque éventuellement, et que moi je constate, c'est que... On a l'occasion de parler de... Ah bon, d'accord, très bien. Bon, okay, déjà, votre regard sur les 6 ou 7 projets phares de l'Agence nationale du tourisme qui sont en train d'être mis en œuvre actuellement. Alors, les 7 projets phares, ils sont impeccables. Et l'agence même m'a fait l'honneur de me faire définir les termes de référence de ces projets. Donc, à l'origine, j'ai pu contribuer à formuler cette idée-là. Bon, mais maintenant,
la dimension que le président Talon a donnée à ces projets, j'ai dit qu'elle est remarquable. Et je vous ai promis que quand ces projets seront lancés et que ce seront visibles, vous allez voir le succès que ça va avoir auprès des Béninois et auprès du public mondial. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Il le fallait. Et cet éclatement de des projets sur l'ensemble du pays est une très très bonne stratégie. Cette volonté maintenant de la faire à un niveau technique très élevé aussi me plaît beaucoup. Ça, c'est certain. Donc, je crois que le président Talon va réussir. Parce que tous ceux qui pensent qu'éventuellement il ne va pas réussir, moi, je leur dis par avance qu'ils se trompent. Vous avez vu, M. Talon, Novotel, Ibis, c'est le qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'il sait faire ce qui marche. Il sait le faire. Et en attendant, le projet ne soit prêt, il faut que nous on vive. Bon, ok. Pour qu'on vive, voilà. Moi je voudrais suggérer au gouvernement, nous recevons déjà assez de conférences ici. Pourquoi ne pas décréter demi-journée de tourisme obligatoire pour toute conférence organisée dans le pays? Et que ceux qui viennent avant, qu'ils puissent mettre à leur disposition des catalogues que nous avons déjà élaborés, qui sont disponibles, pour qu'ils puissent leur montrer cela, même avant leur arrivée, pour qu'ils choisissent des sites qu'ils vont visiter. Les agences sont prêtes. Celles qui sont dans le tourisme sont prêtes à travailler aujourd'hui à ça. En dehors de ça, nous tendons vers la fin de l'année. Les meilleurs élèves qui ont réussi aux examens, qu'est-ce qu'on fait pour les amener à découvrir leur pays, que le gouvernement offre aux 10 meilleurs, par exemple, du CEPE, ou aux 15 meilleurs, ou aux 20 du bac, du BEPC, qu'on leur organise le tour du Bénin pour qu'ils découvrent le Bénin dans l'état où il est. Et dans 5 ans, ils iront encore revoir le Bénin dans l'état où il sera, pour qu'ils connaissent leur pays. En dehors de ça, l'administration, les meilleurs cadres de l'administration, qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui travaillent très bien, qui sont impeccables. Mais les paresseux et autres, tendent à les amener vers le nivellement par le bas. Mais par rapport à ça, comment on les encourage? Il faut leur offrir des chèques vacances pour qu'ils utilisent les services des agences pour pouvoir faire. Et l'autre chose aussi qu'on dise aux Béninois, quand il faut prendre des professionnels. Tout le monde s'improvise guide et puis on prend, on s'en va. Ils ne voient rien de concret. Adressez-vous aux agences qu'on vous organise des services de qualité. Et maintenant qu'on voit avec la Chambre de commerce, les banques et autres, les meilleurs qui utilisent leurs services. Ils n'ont qu'à leur offrir désormais tout ce qu'ils offrent en chèque, en bons et tout, qu'ils leur offrent des sorties, des week-ends d'agrément et tout. On leur organise ça en professionnel. Il y a trop de choses à voir dans le pays et nous sommes fâchés quand on voit à l'approche des vacances des billets d'avion qui sont partis. Les devises s'en vont, les ressources s'en vont, alors que le pays souffre. On a besoin de tourner l'économie nationale. Et pour ça, nous disons aux opérateurs économiques de laisser l'argent dans le pays. Les agences sont là pour les accompagner. Madame Huguette Dossa-Plogan qui défend son gagne-pain, ce qui est normal, qui dit en attendant qu'on touche du doigt ces grands projets lancés, il est important de mettre en place un mécanisme pour encourager le tourisme local. Alors moi je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit et je dis la même chose. Parce que, alors, ça dit, la démarche du gouvernement actuel, c'est un peu comme si il n'y avait rien au départ. Parce que ça fait 2 ans qu'on attend, mais moi je vous dis, regardez ça. C'est ce qu'on appelle le delivery as one. C'est un concept basé sur la réforme du secrétaire général des Nations Unies, lancé en 2009 au Bénin. C'est le ministre Rouzou qui a lancé ça. Le projet dont moi je vous parle, qui est le volet public de mon initiative, c'est un projet basé sur cette réforme-là. Et j'ai le contrat là signé sur cette réforme-là. La réforme dit quoi? Unis dans l'action. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble des agences des Nations Unies, il y en a 34 aujourd'hui, seront au chevet du tourisme du Bénin. Quand j'ai bâti ce projet, eh bien, tous les ministres africains l'ont adopté, tous les ministres du monde l'ont adopté, et le PNUD a signé. Et qui a signé au nom du Bénin? C'est quelqu'un que vous connaissez très bien ici. Elle s'appelle Claudine Afiavi Prudencio. Oui, la présidente bon, de la commission. Alors très bien. Donc c'est elle qui a signé au nom du Bénin. Mais quand on a signé quelque chose comme ça,
et que tous les bailleurs sont demandeurs de ça, et que c'est une initiative d'un citoyen béninois, ce que le gouvernement a à faire, c'est de porter ça. Mais malheureusement... Et pourquoi ce projet n'a pas prospéré? Mais justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que les gouvernants sont prompts à vous donner une signature, mais ils ne font pas comme le président Talon, ils ne mettent pas de budget pour accompagner quoi que ce soit. Mais les signatures, moi je peux vous en montrer. Mais vous avez quand même bénéficié, parce que vous avez cité le nom de Claudine Affaire-Prudencio. Elle vous a quand même soutenu pendant... C'est ce qu'elle dit, elle a signé. Voilà. Mais quand elle a signé, et que le PNUD dit, moi je vais vous trouver 500 milliards au Bénin. Mais quand on va trouver les 500 milliards, ça ne va pas aller dans les poches de Guy Johnson. Ça va aller dans les caisses de l'État béninois. Hier ou avant-hier, j'ai entendu le ministre Biotchané parler encore de unis dans l'action. Mais quand même, le concept existe depuis 10 ans. On en parle. Il faut traduire le concept en projet concret. Alors, quand moi j'ai fait ça, le volet public n'a pas été soutenu. Mais je l'ai fait pour 50 pays africains. Donc si le Bénin n'est pas preneur, moi je le vends en Afrique. Ça c'est clair. Quelle démarche avez-vous menée? Ça c'est le volet public, ça. À l'endroit du gouvernement actuel pour que ce projet-là soit pris en considération? Mais le projet, c'est-à-dire à l'endroit du gouvernement actuel, j'ai présenté ça au ministre précédent, qui a trouvé ça intéressé. Je vous ai montré tout à l'heure une lettre du ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, qui a demandé de soutenir cette initiative-là. Mais ce n'est pas moi qui vais porter ça dans l'appareil d'État. Bon, ça, c'est le volet public. Maintenant, j'ai présenté aussi le volet privé. Parce que j'ai posé un diagnostic sur le problème du chômage en Afrique et au Bénin. Mon diagnostic, c'est que, les gens sont au chômage parce qu'ils n'ont pas les compétences pour résoudre des problèmes. Moi, je m'inscris résolument résolution problème. Et quand je parle de résoudre des problèmes, la Banque mondiale a fait une étude sur le tourisme. Elle dit que 90% des hôtels ne sont pas aux normes. Comment la jeunesse béninoise fait pour que ces hôtels soient aux normes? Elle dit 12% de taux d'occupation des hôtels. Comment la jeunesse béninoise travaille pour remplir ces hôtels? Parce qu'elle a besoin d'expérience. Donc il faut la challenger. Et c'est là où je trouve que le président, dans son programme et dans son approche, n'est pas en train de nous challenger. Parce que pour challenger, vous voyez, tous les opérateurs privés, ils sont en expectative depuis 2 ans. Ils se disent, bon, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait commencer à les mettre en ordre de bataille. Parce que les projets qu'on a vus, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en 2020, ce sera fait. 2020, c'est quand? C'est dans 1 an ou 2. Alors, c'est quand c'est fait qu'on va commencer à préparer les gens ici. Donc, tout ça, c'est déjà, c'est-à-dire, on peut déjà engager tout ça là. Vous levez un compte de voile sur le degré d'implication des acteurs du secteur. Madame, oui. Les acteurs, pas seulement. Je vais d'abord prendre l'avis de Madame Huguette Dossa à Cloblan. Quel est le degré d'implication des acteurs que vous constituez du secteur dans ce qui se fait actuellement? C'est vrai qu'on a été approché. Au tout début, on nous a présenté la politique, le PAG, mais avant ça, nous sommes présentés aux autorités. Puisqu'au niveau du CTM, nous avons cette anticipation-là pour présenter un peu nos doléances, ce qu'on voulait faire, ce qui a fait que notre président et certains membres du bureau sont associés à certains travaux. Okay? On peut le dire. Mais à un moment donné, on a senti dans l'attitude du gouvernement qu'on était tellement pressé qu'on prenait certaines actions sans consulter les acteurs. Ok? Mais on revenait toujours parce que nous, étant aux aguets pour la veille, on organisait des mécanismes pour les amener à rendre compte. C'est la même chose pour les acteurs du tourisme durable qui ont dû amener le gouvernement à venir dire ce qui se fait dans ce secteur-là aujourd'hui, puisqu'on est en train de célébrer les 10 ans de la FORBRT, c'est bien ça, l'organisation des acteurs du tourisme durable. Et eux aussi, ils ont amené l'agence à venir dire ce qui se fait également dans ce secteur-là. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que beaucoup de choses ont été déjà faites et on leur a dit tout simplement, si vous nous associez, on aurait dû vous aider à faire si facilement et tout. Et ils ont compris. On nous appelle, on va, on écoute, on reçoit, mais on est toujours dans l'attente puisque nous, on a fait des suggestions par rapport à la participation au salon, par exemple, qu'on a suspendu depuis 2 ans. On n'est plus présent sur les salons, alors qu'on avait fait tout un travail
pour que le Bénin soit connu. Vous allez vous présenter le Bénin, c'est où le Bénin? Vous êtes obligé de dire Near Nigeria. Tout le temps Near Nigeria. On est fatigué de dire ça. Donc on a cessé de le faire depuis 2 ans. Mais quand on va reprendre tout le travail qu'on a fait, on le récupère comment? On nous aurait... Peut-être que le gouvernement est en train d'utiliser une autre forme de communication que nous ne savons pas. Mais ce qu'on a su, c'est qu'en 2019, qu'on va reprendre la promotion par rapport au Bénin. Et c'est là où nous disons, il va falloir mettre une passerelle quand même entre ce qui se fait là et ce qui était fait pour qu'on ne perde pas le fil à un moment donné. Raison pour laquelle nous, opérateurs privés, on n'a pas cessé depuis 2 ans, par exemple, d'aller sur le salon Aquaba du Nigeria et Weizo d'Accra, à travers les membres du CTM qui vont là-bas se faire former et profiter pour dire que le Bénin est là, nous vendons le Bénin. Vous y allez sur financement propre ou l'État? Sur fonds propres, justement. Sur fonds propres, l'État vous accompagne. Nous y allons sur fonds propres. Et fort heureusement que les organisateurs là-bas voient notre dynamisme, notre engagement et tout, et des fois mettre des stands à notre disposition pour qu'on vende le Bénin, puisqu'on n'a pas la capacité de prendre ces stands, des stands professionnels. C'est pas ce qu'on fabrique ici. C'est des stands professionnels qui coûte énormément et un acteur privé ne doit pas sortir ses ressources pour ça. C'est le rôle régalien de l'État qui met le Bénin et on demande au privé, allez vous installer pour vendre la destination. Monsieur Jackson, par rapport au degré d'implication des acteurs, vous voulez dire... Bon, j'ai parlé des acteurs, parce que, voilà, j'ai parlé des acteurs, mais les communes, où les projets seront implantés, doivent être déjà en échauffement. Parce que l'échéance pour que les projets soient achevés, d'après les calendriers qu'on a vus, c'est dans moins de 2 ans. Bon, les communes, je ne vois pas trop comment ça se met en place. Mais même la jeunesse, l'appropriation de ce projet-là par la jeunesse. Moi, je suis e-tourisme et je sais ce que c'est que le e-tourisme. Donc ce e-tourisme, on peut l'introduire partout. C'est-à-dire, moi je dis aujourd'hui que j'ai la solution pour régler le problème du chômage des jeunes de tout le Bénin, de toute l'Afrique. Comment? C'est un office du tourisme par arrondissement. On a combien d'arrondissements? 545 dans le pays. Logiquement, selon mon projet, c'est un office du tourisme par village. On a 5290 villages. Alors si on crée cet office du tourisme et qu'on le fait fonctionner, vous avez vu, même si on ne met que les étudiants et les chômeurs au travail, pour réfléchir et concevoir, il y a déjà un côté appropriation que les gens ont. Et ils sont plus sûrs, ils ont de l'expertise par la technologie. Et la technologie permet de le faire. Et quel rôle jouera cet office de tourisme? Mais l'office du tourisme va valoriser le patrimoine de l'arrondissement. Bon, je quitte le niveau village parce que... tous les arrondissements n'ont pas de patrimoine. Ah non, ils en ont. Ils en ont. C'est-à-dire, un arrondissement, c'est 10 villages. C'est-à-dire, c'est pourquoi je suis monté au niveau arrondissement. Bon, mais à la limite même, aujourd'hui, on peut dire commune, si vous voulez encore. Mais moi, je dis aujourd'hui, faisons un cas pilote. Je dis que par la technologie, je suis capable de préparer 10 000 Béninois, ici et maintenant, pour devenir des experts capables de vendre une commune. Mais qu'on me teste. Mais je l'ai dit depuis et personne ne me sollicite. Mais prenez l'initiative. Comment? De faire quoi? De monter... mais le projet est monté, je dis ici et maintenant. La phase pilote. Alors je vais te dire... Voilà. Bon, je suis preneur. Le CTM veut saisir cette opportunité. On voit une des communes où on peut déjà voir un projet phare, et on peut commencer la phase pilote. Je suis preneur. J'ai présenté le projet au ministre du Tourisme passé, l'année dernière. Sur l'instant où je lui ai présenté, il a invité le président de la fondation MTN qui est venu. J'ai fait la même présentation. Et ce président m'a dit, OK, moi je donne 15 ordinateurs pour commencer. Et il dit, MTN est dans 22 pays. Si vous réussissez au Bénin, je vous emmène dans les 22 pays. Mais le ministre, à l'époque, voulait introduire mon projet privé sur lequel j'ai travaillé 10 ans en recherche et développement. Il voulait introduire ça dans le giron de l'État. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas introduire ça comme ça. Parce que je vous ai déjà donné un projet pour lequel que les Japonais cherchaient pour 10 000 milliards. Je n'ai pas vu ce que vous en avez fait. Que le PNUD a signé. Donc, vous n'avez pas introduit ce projet parce que c'est mon projet pour la retraite.
Alors, comme on ne s'est pas trop entendu sur l'introduction au sein du ministère, sans qu'il y ait des contreparties claires sur ma propriété intellectuelle, bon, moi je me suis retiré. Bon, donc le projet convainc quiconque. Et comme elle a dit, moi je suis preneur au niveau du CTM. Donc on va s'asseoir, on va en parler et on verra. Après l'émission, je rappelle aux téléspectateurs de Eden Télévision, nos amis internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube, que Question de gouvernance aborde le thème promotion de la destination Bénin. Quelles réformes pour quelles avancées? C'est vrai que mes deux invités ont apprécié tout ce qui se fait actuellement dans le secteur, les différentes réformes que porte le président Patrice Talon dans le domaine du tourisme. Mais est-ce que tout ce qui se fait, Rose, quelles sont les faiblesses des projets actuels? C'est vrai, au départ, il y avait eu un manque de communication qui est en train d'être corrigé. Okay? Et là également, je dirais qu'il faut qu'on communique plus et qu'on communique mieux à travers les acteurs. C'est-à-dire que si on nous appelle, on fait le relais, voilà ce que nous voulons faire dans 3 mois, dans 6 mois, nous sommes mieux placés pour toucher les populations, toucher ceux que nous côtoyons, pour mieux diffuser au sein de la masse. Et le gouvernement sera mieux compris. Et la population va s'approprier ce qui va se faire pour pouvoir laisser le gouvernement aller dans la logique. Et après les installations, la population se dit, mais si on l'a fait, c'est pour nous. Entretenons les infrastructures qui sont installées. Deuxième chose, nous voyons que par rapport à la préparation, il va falloir qu'on anticipe. J'ai comme l'impression que le gouvernement se dit, oui, nous sommes dans le feu de l'action. Notre priorité, c'est d'aller mobiliser les ressources, d'installer les infrastructures et après, ça va capoter encore parce qu'on n'aurait pas préparé les ressources humaines à prendre le lead, à s'approprier les projets et pouvoir entrer dans le mouvement. L'autre chose, c'est les communes. Comme M. Apan Johnson l'a dit, ces communes-là aujourd'hui, déjà, il y en a qui étaient dans les irrégularités et tout, qu'on est en train d'épingler, ramener sur la bonne voie. Mais comment est-ce qu'on les amène maintenant à se dire le tourisme peut nous apporter beaucoup par rapport au développement local? J'étais très heureuse de voir un conseil communal dans le Nord qui a dû travailler le coton et tout, et qui est autonome aujourd'hui, a même des ressources complémentaires pour la mise en œuvre de son PDC. Je dis c'est heureux qu'on me dise dans 5 ans qu'une commune se base sur ses ressources touristiques pour se dire j'en ai suffisamment, je peux même investir dans une des localités pour l'éducation, pour la santé, mais à partir du tourisme. Ça encore c'est possible. Savez-vous que le Cap-Vert ne vit que du tourisme et peut-être de la pêche? C'est un petit pays, rien que des îles, mais qu'on vend formidablement bien. Et quelqu'un qui va dans ce pays veut toujours revenir. Comment est-ce qu'on fait pour transformer nos communes dans ces états-là? Monsieur Apan, les faiblesses de ce qui se fait actuellement. Les faiblesses, c'est déjà ça. L'option en faveur des consultants internationaux, c'est une bonne chose, hein. Ça c'est clair. Mais en face de Yaki. Or, un consultant international, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fonctionne sur les TDR que vous lui avez donnés. Et quand vous lui donnez les TDR, les failles des TDR, lui, s'il les perçoit, il ne les gère pas pour vous. Bon, alors à partir de ce moment, ce consultant, qu'on paye peut-être 300 000 jours, 500 000 jours, il y en a qui vont même jusqu'à 1 500 000 par jour. Je n'ai pas dit que c'est ce qui se fait maintenant. Je parle de la grille tarifaire d'un consultant international. Eh bien, quand il a fini sa mission et que vous n'avez pas encadré la mission, après, c'est trop tard. Alors, par rapport aux fuites, parce que quand je dis fuite, je dis, mais notre tourisme, on veut valoriser la gastronomie locale béninoise comment? Les acteurs qui existent aujourd'hui, là, on veut les faire travailler comment? Les communes, notre jeunesse, là, elle va s'approprier ce projet comment? Parce que le président Talon, vous avez vu là-bas, il a mis la barre tellement haute, il y a un grand décalage entre lui et les autres. Alors, qui peut combler ce décalage? C'est des hommes de science comme nous. Donc, qu'on nous donne une plateforme dans laquelle on fait entrer ce que nous pouvons faire pour accompagner ce programme-là. Anticiper, préparer les acteurs, accueillir ce qui se fait actuellement. Les acteurs, c'est-à-dire qui? La population. Parce que quand vous dites tourisme, c'est l'accueil. La population doit être en ordre de bataille. Mais en plus, le tourisme génère des effets pervers. Prostitution, mendicité.
Donc des comportements bizarres sur lesquels on doit commencer à travailler, c'est la population qui doit... Après la population, les privés, aujourd'hui, vous avez vu, les privés, leurs réalisations sont en décalage flagrant avec ce que le chef d'État va faire. À quelle sauce ils vont être mangés? La mise à niveau. Il faut commencer à mettre à niveau ces privés-là. Mais le programme est où? Pour que les projets s'achèvent dans 2 ans et que ça n'ait pas commencé. Bon, les communes maintenant, ça c'est les communes des 7 projets phares. Mais au-delà des 7 communes, on a souvent dit 7 communes. Si on enlève les 7 projets phares, il reste combien? Il reste 69 communes. Elles vont faire quoi? Donc je dis, le projet de e-tourisme dont je parle est capable de mettre debout chaque commune ici et maintenant. Le gouvernement a innové en lançant quand même le e-visa qui a fait venir des milliers de visiteurs dans notre pays en quelques jours, après quelques jours du lancement de ce projet. Les téléspectateurs m'en voudront si je ne pose pas votre avis sur cette innovation. Le gouvernement... C'est mieux de dire que l'une des batailles du CTM a porté. C'est vrai, avant l'arrivée du président Talon, nous nous sommes battus avec l'ancien gouvernement en disant qu'il faut nécessairement que les gens viennent au Bénin sans visa peut-être, mais s'ils doivent venir, qu'on facilite les choses. Quand vous écoutez l'histoire et quand les gens vous disent pour prendre le visa béninois, c'est un parcours de combattant. Aujourd'hui, c'est fini. Et nous saluons la vision du président Talon. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça signifie. Que de savoir qu'on veut abriter une conférence et vous courez entre l'immigration et les participants pour chercher un papier pour qu'ils viennent. Vous venez à l'aéroport, on vous arrache votre passeport. Vous savez ce que ça signifie? C'est votre identité. Et vous restez sans identité 3-4 jours et c'est après vous vous rendez à l'immigration, vous alignez comme... je ne veux pas qualifier et payer maintenant, prendre le visa, sortir. Vous avez fini votre conférence, vous n'aurez même pas le temps d'aller voir la ville, vous courez derrière votre passeport. Tout ça est fini. Merci, président Talon. Et l'autre chose maintenant, c'est que le Bénin est sur orbite. On a dit qu'il n'y a plus de visa pour entrer au Bénin. Vous savez l'affluence qui vient? Tous ceux qui veulent organiser leur rencontre et qui avaient $100 pour le visa quelque part se disent, si c'est 50 personnes, j'ai gagné $5 000. Je préfère aller au Bénin. C'est pas quand même gratuit, c'est le e-visa, est-ce qu'il est gratuit? Bon, c'est vrai, peut-être qu'il n'est pas gratuit, mais pour les Africains déjà, c'est gratuit. Tous les Africains viennent gratuitement. Ce qui est normal parce qu'il y a très bien, mais les autres qui vont se dire, même si c'était $100 et tout, ça revient quand même, on vient facilement. Je préfère aller là que d'aller là où je dois encore payer. Vous avez vu l'Éthiopie? Après notre décision, rapidement, a dit, bon, c'est gratuit pour tout le monde. On vient en Éthiopie sans visa maintenant, tout le monde. Alors qu'il fallait partir avec la lettre. Et si cette lettre-là n'était pas visée avant que vous n'alliez, vous allez à l'aéroport, on vous bloque. Et on appelle d'abord les organisateurs, ils viennent ou ils envoient un message, comme ça on confirme, vous payez $50, vous entrez dans le pays. Aujourd'hui c'est gratuit. Et on voudrait demander au président Talon d'aller un peu plus loin. Parce que ceux qui doivent visiter le Bénin, pour tout ce qu'il prépare là, c'est ceux-là. Je demandais à la réalisation de m'accorder 2 minutes pour aborder la question du rapatriement des biens coloniaux. Quelques jours après sa prise de fonction, le chef de l'État a réclamé à la France le rapatriement des biens coloniaux. Quel impact cela aura sur le développement du tourisme au Bénin? Ah, mais c'est très important. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que vous voyez un peu tout ce qui en France déjà et ailleurs dans le monde ont vu ces biens-là dans les musées français et qui ont eu de l'intérêt pour ça. Mais on vend les tableaux de Pablo Picasso à 20 milliards, un petit tableau, mais j'ai été impressionné de constater qu'il s'est inspiré de l'art nègre gravement. Bon, donc, l'art nègre, on a voulu l'étouffer, le cacher, il s'est imposé au plus grand talent du monde, qui l'ont reconnu. Donc aujourd'hui, si ça vient au Bénin, et le président a dit que ce sera itinérant. C'est-à-dire que donc, ce qui est dans les musées va se promener là où il y a les touristes. Pour dire, vous avez vu, vous voyez, ça dit le caractère remarquable de ce qu'il y a dans les musées là. Si vous venez au Bénin, vous allez les trouver. Puisque ça va revenir au Bénin après avoir fait le tour du monde. Donc l'impact sera énorme. La vision du président, elle est formidable.
sur ce plan-là. Mais e-visa, c'est encore formidable, parce que les statistiques disent, lorsque vous mettez ça, le nombre de touristes se multiplie par 5 tout de suite. Donc, c'est formidable. Mais il faut le e-tourisme global. Parce que j'ai vu des petits documents circuler où bon, on annonçait un peu les stratégies marketing basées sur les blogueurs et tout ça. Non, ça ne résout pas du tout le problème du tourisme. Ça, c'est des documents, j'ai vu un plan stratégique 2017-2027 avec des petites choses comme ça. Bon, on va finir en 30 secondes. Très bien. Perspective, tout ce que je dis, c'est que les actions de formation, de préparation se fassent par anticipation pour pouvoir faire face au boom qui arrive, parce que moi, j'y crois. Monsieur Appoint Johnson. Mais moi, j'y crois, d'abord, mais je ne suis plus dans la logique de la cueillette touristique. Donc le marketing touristique doit être grandement structuré autour du e-tourisme comme solution. Parce qu'au fond, le sujet c'est quoi? Promotion de la destination Bénin. Il y a deux choses. Il y a le volet développement qui est tout ce que le président est en train de faire. Avec les 6 000 milliards d'investissements. Moi, je ne parle pas des 650 milliards du tourisme. Je parle de l'investissement dans les routes, dans l'énergie et tout ça. Pour moi, tout ça c'est touristique. Donc ça c'est le côté développement touristique. Promotion, c'est le marketing. Mais quand on a parlé essentiellement de développement. Donc, le tourisme se fait selon les deux axes-là. Développement, donc à savoir aménagement et tout ça. Promotion, maintenant tout ce qui est marketing. Et c'est le marketing qui vend. Et nous devons pouvoir accéder au marché touristique mondial nous-mêmes, sans plus passer par les acteurs intermédiaires. Mais pour le faire, je dis, le e-tourisme est ici aujourd'hui et maintenant. Et surtout, quand je vois les Africains mourir, disons en Europe, pour entrer en Europe, quand je les vois vendus, tous les chefs d'État, je les invite à ce qu'on se mette au e-tourisme. Moi, j'ai la solution. On va consacrer une émission spéciale sur, bien entendu, le e-tourisme et vraiment le marketing touristique. Ok, merci beaucoup. Et notamment comment, bien entendu, vendre autrement le Bénin. C'était donc question de gouvernance qui a abordé la promotion de la destination Bénin. Quelles réformes pour quelle avancée? Invitée pour en parler, Madame Huguette Dossa Akplogan. Je rappelle qu'elle est la directrice générale de H2A à Conseil, un cabinet qui s'intéresse à l'agro-business chez CBCBS, là, et l'éco-tourisme, voilà, et l'éco-tourisme. Il y avait également, elle est aussi la vice-présidente du CTM Bénin, consortium touriste par million au Bénin. Avec elle sur ce plateau, il y avait aussi monsieur Guy Appoint Johnson, expert international en tourisme durable et digital, ancien CT, conseil technique au ministère donc du tourisme. Merci à vous pour votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. On se retrouve jeudi prochain à 21h. N'oubliez pas, en nouvelle diffusion samedi à 11h et à 21h. À bientôt.